Bonjour, bienvenue au module 4. Mon nom est Richard Hanotte, je suis directeur adjoint au service d'incendie de la ville de Lévis et aussi directeur régional région 8 de l'Association québécoise des chefs et formateur au Collège Montmorency dans le cours Officier santé et sécurité au travail. La notion de la prévention des cancers est un sujet qui me passionne et pour lequel j'ai investi énormément de temps et d'efforts à propager l'information à travers le Québec. Alors, le module 4 va parler, entre autres, des moyens pour réussir à prévenir, réduire les risques d'exposition et prévenir l'exposition, en fait, aux agents cancérigènes qui peuvent favoriser le développement des cancers chez les pompiers. Alors, nous savons, nous avons appris dans le module 1, 2 et 3, l'aspect législatif, normatif lié à la prévention des cancers. On a aussi appris d'où proviennent ces sources d'exposition-là ou des substances cancérigènes auxquelles nous sommes en contact. Et par la suite, on a vu certains moyens, entre autres par l'entretien des habits de protection, comment on peut réussir à réduire l'exposition. Au-delà de ces moyens-là, on doit réussir aussi à éviter l'exposition, entre autres par l'absorption, l'inhalation, et aussi l'ingestion, entre autres, on va voir quand je vais arriver à cette étape-là, parler du fait qu'on peut en manger. Alors donc, dans un premier temps, l'objectif zéro n'existe pas. On ne réussira jamais à pouvoir éliminer toute source potentielle d'exposition aux éléments cancérigènes. On doit faire tous les efforts pour réussir à limiter le contact, réduire l'exposition, et pour réussir aussi, dans un moyen subséquent, à décontaminer rapidement nos vêtements pour réussir à diminuer le temps d'exposition auquel nous sommes en contact. Donc, favoriser un milieu de travail qui soit sain et sécuritaire et donc minimiser l'impact sur le fonctionnement du service fait aussi partie de nos objectifs. Alors, on a pu voir aussi dans le module 3 l'effet que on ne veut pas non plus nuire aux opérations du service. On doit réussir à intégrer ces moyens-là de réduction d'exposition du cancer tout en maintenant l'efficacité du service à la population. Les premiers obstacles, ou le principal obstacle auquel on aura à faire face, c'est nous-mêmes. Nous, pompiers, qui avons l'expérience, nous, pompiers, qui avons cette culture-là, cette manière-là, cette mentalité-là, à l'effet qu'entre autres, pendant nombre d'années, il était d'une image d'honneur et de valorisation à ce que notre habit de combat soit couvert de suie, que notre casque soit noir, brûlé, déformé jusqu'à un certain point qu'on a pu voir sûrement à gauche, à droite, dans des différentes images de pompiers à travers l'Amérique. On doit réussir à faire changer cette culture-là, cette image-là, parce qu'à quelque part, ces traces-là de suie qui sont sur nos habits sont source d'exposition à des cancérigènes et on doit réussir à les éliminer. Donc, nos habitudes qui sont bien ancrées, on doit les changer. On doit transformer cette attitude ou cette mentalité-là d'invincibilité à démontrer que les statistiques nous démontrent que les pompiers sont de plus en plus à risque de développer un cancer. Cette culture-là, qui est dans notre milieu de l'incendie, de vêtements de protection qui sont sales, on doit changer ça. On doit maintenir nos vêtements propres pour qu'ils puissent être sécuritaires pour les pompiers. Donc, les pompiers sont trop souvent leurs propres ennemis et on doit changer cette mentalité-là. Et on doit compter sur les gestes de chacun d'entre nous qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réussir à améliorer notre milieu de travail. Des arguments, il y en a plusieurs. Alors, qu'on peut réussir à entendre à gauche, à droite, qu'il ne faut quand même pas capoter avec ça, il n'y a rien là, on a déjà respiré de la fumée dans le passé. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent dans le temps? Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que je suis pompier, et pourtant, je n'ai jamais eu de problème de santé, je n'ai même pas de problème pulmonaire. Alors, pourquoi aujourd'hui, je devrais changer ça? On a pu voir dans les modules précédents l'effet que l'exposition aux différentes substances en décomposition lors d'un incendie nous amène à faire face à des cancérigènes qui sont volatiles dans l'air par, entre autres, la décomposition des hydrocarbures, des substances à base d'hydrocarbures qui composent nos résidences aujourd'hui ou nos bâtiments aujourd'hui. Pour réussir à réussir ce changement-là, ça demande une implication de tous, le personnel, établir un plan d'action à l'intérieur de notre organisation et de voir aussi à respecter nos échéanciers. L'implication de l'ensemble de notre personnel va favoriser une démarche dans laquelle tout le monde va emboîter le pas et va pouvoir aussi profiter en fait de ce changement-là. Informer tout le personnel des orientations qui sont prises. Formez votre personnel sur les risques de cancer et donc soyez rigoureux à l'intérieur de ça pour faire respecter les mesures de sécurité. Ne pas outrepasser ou permettre à quelqu'un en fait de continuer à travailler avec un casque qui est sale, avec un vêtement qui n'est pas propre, à ne pas porter sa protection respiratoire. Les voies d'entrée, en fait, des substances, en fait, il y en a trois. Soit par l'inhalation, donc on les respire, soit par le contact cutané, par une absorption à travers la peau, ou sinon par l'ingestion. On sait, entre autres, quand on va au secteur réhab, pour soit s'abreuver, se réhydrater, prendre une bouchée, est-ce que nos mains sont propres, est-ce que nos vêtements sont propres, qui nous permettent de pouvoir réussir à s'alimenter adéquatement et de façon saine.
Dans les mesures prioritaires, en fait, il y en a une qui est très importante, qui est entre autres de porter notre habit de combat intégral et qui inclut la protection respiratoire. 80% des substances qu'on risque d'absorber qui vont nous contaminer vont passer par les voies aériennes, donc par le nez et par la bouche. De respirer nécessairement ces fumées-là, c'est ce qui est de plus néfaste. Si déjà à la base, on n'inculque pas et on ne pratique pas le port de la protection respiratoire dès le moment où on approche de la scène de l'incendie jusqu'à la fin du déblai et qu'on aura sorti à l'extérieur du bâtiment qui est incendié, on ne réussira pas à nous protéger de façon adéquate. On pourra mettre tous les programmes d'entretien d'habits de combat. On pourra avoir un deuxième bunker. On pourrait faire des lavages de tous les jours de nos habits de combat. Si on ne porte pas la protection respiratoire lorsqu'on est exposé aux fumées et aux gaz toxiques, nécessairement, on vient de mettre un X sur tout ce qu'on aura pu mettre comme autre effort dans le système. Alors, il faut limiter son exposition aux gaz toxiques et cancérigènes pour réussir à éviter que l'on les absorbe, entre autres, par le système respiratoire. Durant l'intervention, plusieurs mesures peuvent être mises en place pour réussir à réduire l'exposition. Toujours et dans le contexte auquel, comme j'ai mentionné au début, le risque zéro n'existe pas. Il faut trouver des solutions pour réussir à éviter ou réduire l'exposition aux produits, aux substances. Donc, dans un premier temps, un des endroits auxquels on doit porter un effort particulier, c'est au niveau de la tête. Le cou est une des régions les plus perméables au niveau de la peau. Et de réussir à introduire un programme de remplacement de cagoule à l'intérieur de notre organisation peut faciliter la réduction d'exposition aux effets cancérigènes, en fait, ou à l'absorption des cancérigènes sur la peau. Le port de la cagoule a pour effet de nous protéger de façon thermique contre les effets de la chaleur de l'incendie, mais tout autant a pour un effet de protection thermique, va avoir pour effet d'augmenter la température de la surface de la peau. Et au niveau du cou, la perméabilité de la peau va augmenter d'au moins 4 fois, avec une augmentation de la température de 5 degrés Fahrenheit. De ce fait, le contact avec les substances cancérigènes avec la surface de la peau va faciliter la pénétration à l'intérieur de la peau et nécessairement absorber ces éléments cancérigènes. Il n'y a aucune barrière actuellement à l'intérieur des cagoules. Ce n'est qu'un tissu constitué de fibres ignifuges pour nous protéger contre les effets de la chaleur. De réussir à éventuellement introduire une membrane comme on pourrait retrouver à l'intérieur de nos vêtements hydrophobes, va nous permettre de réduire l'exposition. On n'est pas encore technologiquement rendu là. Aujourd'hui, quand on travaille avec des cagoules conventionnelles, on doit réussir à remplacer notre cagoule le plus souvent possible, ou du moins, si on est capable, à la fin de l'intervention, partir avec une cagoule propre pour réussir, lors de la prochaine intervention, avoir une cagoule propre sur soi. Donc, comme je disais, la région du cou est une des régions qui la peau est une des plus absorbantes, qui va faire en sorte que les contaminants peuvent entrer trop aisément. Autre élément, ne pas tolérer, entre autres, sur une scène d'intervention, que quelqu'un ait le visage couvert de suie, même les mains couvertes de suie. On doit retirer ces substances-là. Tout de suite, on a pu l'observer à l'intérieur d'un des modules de la formation, en fait, c'est des substances, des hydrocarbures qui sont en suspension, qui ont maintenant aggloméré et qui sont en contact avec notre peau. Il faut réduire ce temps d'exposition-là. Donc, une des solutions qu'on peut mettre en place pour réduire ce contact-là, c'est l'utilisation de lingettes. Alors, il y a différents produits qu'on peut retrouver sur le marché qui peuvent nous aider. Préférablement une lingette nécessairement humide, savonneuse, mais qui ne contient pas d'alcool ou de désinfectant, qui pourrait nuire au niveau de la peau et des réactivités avec certaines substances qui pourraient être maintenant en surface de la peau. Alors, de laver la région du cou, du visage et des mains est les 3 endroits qui sont le plus propices, entre autres, à avoir des suies d'accumuler et qui, en fait, cherche encore là, comme je dis, à réduire l'exposition. Alors, l'utilisation des lingettes peut être priorisée, entre autres, lors du changement de bouteille, en allant, entre autres, à l'aire de repos, avant de boire bouteille d'eau ou s'alimenter pour avoir nos mains propres et le visage propre, et nécessairement à la fin de l'intervention. Encore là, réduire la présence sur la surface de la peau de ces substances-là. On a vu, entre autres, dans l'aspect de l'entretien des vêtements de protection, sur la scène d'intervention, une fois l'intervention complétée, à la sortie du secteur 1, ou avant même de quitter les lieux éventuellement, de rincer le vêtement, de retirer en surface du vêtement les suies qui peuvent être accumulées, qui peuvent être présentes et qui transportent des éléments cancérigènes, qui peuvent être éventuellement soit transportés à bord du véhicule, transportés à la caserne. On ne fait qu'empirer la situation. On cherche à réduire le risque à la source et de cette manière-là, en procédant à une décontamination grossière sur la scène d'intervention, on réduit nécessairement la contamination croisée ou le transport de ces contaminants-là ailleurs.
Le port des gants de protection, en fait, des gants jetables, peuvent aider, entre autres, à réduire l'exposition. Et certaines études ont démontré que 80 de contamination est réduite au niveau des mains lorsqu'on porte des gants jetables pour procéder au déshabillage, procéder à la décontamination grossière de nos vêtements sur la scène d'intervention. Après l'intervention sur le site, retirer les vêtements de combat d'incendie si c'est possible. Encore là, parce qu'au Québec, on a une météo qui est variable et entre autres, dans certaines périodes, peut-être pas nécessairement favorable de retirer trop rapidement nos vêtements, mais entre autres, de retirer nos vêtements, entre autres le manteau. C'est de réduire l'exposition, la rapidité ou la distance, la facilité à laquelle on peut absorber ou inhaler en fait des éléments, des substances cancérigènes. En retirant notre manteau, on réduit seulement l'exposition à ces gaz-là qui sont en accumulation sur nos vêtements. Au niveau du matériel d'intervention, la même chose. De procéder au rinçage, nettoyage grossier de nos équipements qui étaient utilisés, boyaux, haches, gaffes, tout ce qui a été utilisé comme matériel à l'intérieur de la zone incendie, qui peuvent être couverts de suie, d'autres substances, pour essayer à réduire la contamination et éviter de transporter ces contaminants-là à la caserne, de les laisser sur la scène d'intervention. Au niveau des vêtements de protection, évitez de transporter vos vêtements de protection il va y avoir une désorption des substances qui vont avoir été absorbées par les tissus, de les transporter à l'intérieur de la cabine du véhicule. Préférablement, déposer vos vêtements à l'intérieur d'un sac étanche, refermé, et d'entreposer vos vêtements, en fait, de transporter vos vêtements dans un compartiment à l'extérieur de la cabine du véhicule. Ça va nous demander des changements dans nos méthodes de faire, nécessairement. Mais il faut trouver des méthodes, il faut mettre en place des moyens qui vont réduire notre exposition aux éléments cancérigènes. Donc, l'utilisation d'un sac de plastique, exemple, un sac à poubelle de grand format, peut être très utile pour pouvoir transporter nos équipements, nos vêtements, le refermer de façon étanche pour le transporter à la caserne. Si vous devez conserver vos vêtements de protection, et c'est le seul moyen que vous pouvez considérer pour retourner à la caserne, bien, voir peut-être à utiliser des recouvrements anti-âge jetables ou sinon, voir à modifier vos véhicules pour qu'il y ait des recouvrements anti-âge qui soient synthétiques, facilement lavables et nettoyables, pour éviter le transport ou la contamination croisée, qui va un transfert des substances contenues dans vos vêtements sur les tissus des sièges. Alors, entre autres, bien, les pompiers à temps partiel qui peuvent être appelés à utiliser leur véhicule pour quitter les lieux, retourner soit à la caserne ou terminer à retourner chez eux, bien, devoir à éviter de porter leur habit de protection incendie dans leur véhicule personnel, qui va avoir nécessairement pour effet de contaminer leur propre voiture. Dans d'autres moyens, en fait aussi, tous les équipements, entre autres appareils de protection respiratoire, bien, eux ont été nécessairement tout aussi en contact avec les substances, la fumée à l'intérieur des bâtiments que nos propres vêtements de protection l'ont été. Bien, les mettre à l'intérieur d'un sac de plastique qu'on pourra aussi nouer, sceller à la base et de réinsérer nos appareils de protection respiratoire dans leur support pour que ce soit un transport sécuritaire en retour à la caserne, mais sans pour autant contaminer l'atmosphère de la caserne, du véhicule plutôt. L'avantage derrière ça, c'est que si nous devions avoir un autre appel en direction, bien, on sera capable de pouvoir retirer rapidement le sac, reprendre notre appareil respiratoire et de répondre à l'appel qui sera en cours à ce moment-là. Alors, il y a moyen de pouvoir maintenir notre service fonctionnel, mais tout en se protégeant pour le retour à la caserne, le cas échéant. À l'aire de repos, nécessairement, bien, il va falloir aussi changer notre approche quand on va à une aire de repos au secteur réel. Il va falloir penser à se laver les mains et le visage avant de manger. Éviter d'avoir, style, un buffet dans lequel les pompiers peuvent se servir eux-mêmes. Ayez des aliments qui soient emballés individuellement pour éviter la contamination croisée. On n'a qu'à penser, si on avait un plateau de biscuits, puis on a chacun passé sans s'être lavé les mains, ou s'être décontaminé, bien, piger à l'intérieur de ça pour se ramasser un biscuit, bien, on contamine d'autres biscuits. Alors donc, éviter, réduire la contamination croisée de cette manière-là, par, entre autres, l'utilisation d'aliments qui seront emballés individuellement. Une fois de retour à la caserne, le plus tôt possible, et lorsqu'il est possible de le faire, de prendre une douche. Alors, nécessairement, l'intention et l'objectif est de réduire la durée d'exposition à laquelle les contaminants sont en surface, sont en contact avec la surface de la peau. Alors, de prendre une douche va nécessairement nous aider à réduire ce temps d'exposition-là. Utilisez savon et shampoing et préférablement débuter votre douche par une douche à l'eau fraîche pour réussir à en retirer les contaminants de surface et d'éviter l'ouverture des pores de la peau qui sera conséquence d'une douche trop chaude. Par la suite, vous pourrez augmenter la température de votre douche, mais a priori, prenez une douche à l'eau fraîche. Retirez ces vêtements d'intervention, en fait nos vêtements, nos uniformes qu'on a utilisés,
Tout ça pour réduire l'effet de contact et de procéder au lavage de vos vêtements et reporter des vêtements propres, sains, par la suite. Nettoyer tous les équipements de protection incendie. Il y aura nécessairement tout le matériel incendie, appareils respiratoires, éventuellement nos vêtements de protection. N'oubliez pas radio portative, lampe de poche, tous les petits équipements auxquels on est appelé à utiliser sur une scène d'intervention qui peuvent, en surface, maintenir en fait la présence d'éléments cancérigènes. Nettoyer les véhicules, la cabine, les compartiments, retirer la suie. Alors, on doit faire un nettoyage qui soit approprié. Sur la scène d'intervention, si on veut s'aider à réduire cette contamination-là, maintenez vos fenêtres fermées. Peut-être même dans les véhicules qui ne sont pas opérationnels, en fait, en opération sur la scène d'intervention. Vous pourriez même fermer le moteur, couper la ventilation, éviter nécessairement de contaminer la cabine. Lorsqu'on procède au nettoyage de nos équipements, si on a porté une très grande attention à notre santé sur la scène d'intervention, en portant notre protection respiratoire, en s'assurant d'avoir nos gants, en mettant en place différentes mesures, bien, une fois rendu à la caserne, il ne faut pas non plus baisser les bras et d'éviter, d'utiliser peut-être, penser, des gants en nitrile pour manipuler nos équipements, éviter le contact cutané des substances qui peuvent être en surface de nos équipements. Pensez aussi à porter un masque N95 pour au moins filtrer les particules qui peuvent être en suspension dans l'air et d'éviter encore là de se contaminer, protéger nos voies respiratoires. Au niveau du nettoyage des vêtements de protection, pas nécessairement besoin de revenir sur l'ensemble de ces éléments-là. Ils sont contenus à l'intérieur du guide d'entretien proposé par la Commission de la santé et sécurité au travail. Mais nécessairement, il faut penser à laver nos habits de combat, casques, bottes, gants, cagoules, parties faciales et tous les autres équipements. Notre casque, quand est-ce la dernière fois qu'on s'est permis de laver de façon adéquate le coussinet confort de notre pourtour à l'intérieur de notre casque qui est en contact direct, entre autres, avec la peau du front. Alors, ne serait-ce que, oui, laver l'extérieur pour qu'il soit bien beau, laver l'intérieur de façon appropriée pour assurer une protection adéquate. Respecter, tout en respectant les recommandations du manufacturier, du fabricant. Et donc, je disais aussi, bien, le guide d'entretien des équipements de protection nous donne les lignes directrices sur l'entretien approprié de nos vêtements. Alors, quand nos vêtements sont trop souillés et qu'une décontamination de base, en fait, un lavage de base ne peut être insuffisant, bien, voir procéder à un lavage beaucoup plus avancé avec de la machinerie, entre autres une laveuse. Mais encore là, il y a des recommandations du fabricant à devoir respecter. Le lavage complet de votre habit de combat devrait se faire au moins une fois par année, et sinon dans les circonstances auxquelles le vêtement aura été exposé. Assurez-vous d'utiliser les savons, détergents qui sont recommandés, et assurez-vous aussi que la vitesse de rotation de votre laveuse soit conforme aux recommandations du manufacturier pour ne pas abîmer prématurément votre vêtement de protection et d'annuler en fait son efficacité de protection qu'il peut vous offrir. Au niveau de l'inspection périodique, bien, en fait, quotidiennement ou périodiquement, dépendant de l'organisation du service d'incendie, voir une inspection de votre vêtement, s'assurer qu'il soit conforme, qu'il ne soit pas déchiré, que les bandes réfléchissantes soient bien attachées, fixées, que les coutures soient efficaces, que vos mécanismes de fermeture, entre autres le velcro de votre rabat tempête sur le devant de votre manteau, soient efficaces et qu'ils puissent réussir à bien se fermer pour éviter, réduire la capacité des gaz de produits de combustion à s'infiltrer à l'intérieur de votre vêtement. Annuellement, procéder à une vérification complète de votre vêtement de façon plus avancée, préférablement avec du personnel qui soit formé et qui puisse faire cette vérification-là. Sinon, vous voyez avoir référence à un service externe qui pourra vous faire la vérification de vos vêtements et de faire les vérifications qui sont conformes. Au niveau de maintenir en service votre service d'incendie, vous pourriez penser à avoir une réserve d'habits de combat qui va permettre de pouvoir assurer le maintien de votre organisation fonctionnelle. Ça peut être une réserve centralisée, voire peut-être à distribuer dans chacune des casernes un nombre de vêtements de protection, voire peut-être avoir une remorque. Il y a un service d'incendie, il y a des services d'incendie qui se dotent de remorques avec des réserves à l'intérieur qui peuvent se rendre soit sur les lieux d'intervention ou de caserne en caserne. Ou finalement, d'autres moyens, entre autres, mettre en commun des services d'incendie, en fait des réserves entre services d'incendie, ou voir régionalement à se créer une banque pour éviter la mise hors service de votre service. En caserne, bannir seulement le port, l'entrée, le déplacement avec nos habits de combat à l'intérieur des aires de vie. Alors, salon, salle de formation, dortoir, les bureaux, alors tout endroit auquel, en fait, normalement, on devrait être qu'en uniforme. Alors, gardez les habits de protection incendie à l'intérieur du garage. Nécessairement, évitez de cuisiner avec votre habit de combat, évitez d'être à l'intérieur, en fait, dans un contexte de manger avec votre habit de combat sur le dos. En caserne et à la maison, évitez de laver vos vêtements
avec d'autres vêtements. Si vous transportez vos uniformes à la maison et vous les lavez chez vous, ne pas laver vos vêtements d'uniforme avec les vêtements de d'autres personnes. Non plus, par exemple, de prendre vos vêtements puis les mettre dans le panier de lavage avec les vêtements de le reste de la famille, les vêtements réguliers. Alors, nécessairement, on peut parler encore là de contamination croisée. Il est même recommandé, entre les cycles de lavage auxquels vous auriez fait le lavage de vos uniformes, de faire un cycle à vide pour pouvoir rincer le système de votre laveuse avant de procéder au lavage de vos vêtements d'uniforme. Nécessairement, éviter le contact avec les vêtements de vos jeunes enfants qui, leur système immunitaire, n'est sûrement pas aussi développé que le vôtre. Or, et, entre autres, surtout, ne jamais laver votre habit de combat dans votre laveuse personnelle. Or, certains peuvent avoir cette intention-là, et c'est nécessairement, ce n'est pas l'endroit. En conclusion, en fait, c'est les mesures que l'on propose et que l'on recommande ici vont au-delà du guide. Le guide vous donne des indications quant à comment entretenir vos vêtements de protection. Maintenant, il y a d'autres moyens. On a vu au début, il y a 3 sources d'entrée des contaminants, soit par l'inhalation, soit par l'absorption par la peau au niveau cutané, et sinon l'ingestion. Alors, l'objectif est de réussir à faire ça. Que pouvons-nous faire pour éviter l'inhalation des contaminants toxiques et cancérigènes? Le port de la protection respiratoire, le port de masque N95 lorsqu'on fait l'entretien de nos équipements rendus à la caserne. Réduire le temps de contact cutané avec les contaminants, c'est de se laver les mains sur la scène d'intervention avec des lingettes humides. Sinon, c'est de prendre sa douche le plus rapidement possible suite à l'intervention. Pour éviter d'ingérer, d'absorber les contaminants lorsqu'on mange, c'est nécessairement savoir de bonnes pratiques minimales d'hygiène sur une scène d'intervention avant de manger. Encore là, de se laver les mains et le visage. De maintenir nos vêtements de protection de façon propre va assurer de maintenir un niveau de sécurité qui est ici attendu. On peut aussi s'imaginer l'accumulation de suie. Nécessairement, c'est des hydrocarbures qui sont maintenant solidifiés sur la surface. Les hydrocarbures, sous l'effet de la chaleur, nécessairement, peuvent s'enflammer. On réduit l'efficacité de la protection thermique de notre vêtement. Non seulement on veut se protéger contre les effets cancérigènes de ces produits-là, mais on veut tout autant réussir à réduire, maintenir sa qualité thermique et réduire l'inflammabilité potentielle. C'est d'offrir un milieu de travail qui soit sécuritaire pour tous les pompiers, pour maintenir un niveau de santé et d'assurer nécessairement un service efficace à la population. Je vous remercie de votre attention et j'espère que ces mesures de sécurité sauront vous assurer une bonne et longue carrière.